disais ce matin, des industriels et des chercheurs. À l'issue de chacune de ces tables rondes, voilà, vous pourrez intervenir, interroger ou deviser avec nos invités. Alors, je vais peut-être commencer avec Emmanuel Marchadour, parce qu'il en faut un, et on va essayer donc de s'attacher à cette question des équipements de l'AELI avec votre point de vue des industriels. Emmanuel Marchadour, vous êtes ingénieur consultant chez Diginext, qui est un fournisseur de systèmes opérationnels et de simulation implanté, vous dites, si je me trompe, à Aix et à Toulouse notamment. Donc on peut parler d'une PME, grosse PME de 220 personnes. 160 personnes. 160 ? Ah, vous avez embauché depuis la semaine dernière, non ? 160, je note. Et je crois que alors, vous me direz si j'ai juste. Vous êtes vous-même un ancien contrôleur de l'armée de l'air sur AWACS, c'est ça ? Oui, 20 ans de contrôle 20 ans de aérien en défense aérienne et les 8 dernières années sur AWACS. Et les 3 dernières années d'AWACS dans la cellule d'expertise en charge de faire évoluer le software AWACS, la partie française du software AWACS. Alors, belle expérience en tout cas, qui vous amène donc chez Diginext aujourd'hui. C'est un... D'accord, j'allais vous le dire, j'allais vous proposer de parler bien plus près du micro si vous le pouvez. Merci beaucoup. Alors, sur le fond, voilà, on sait, enfin, on devine, on imagine qu'on se trouve là dans un secteur très concurrentiel. On va peut-être en parler un petit peu avec vos corélégionnaires dans un instant. Comment vous faites-vous, finalement, pour vous distinguer chez Diginext dans cette entreprise de 160 salariés ? Alors, dans ces 160 salariés, on a plusieurs pôles d'activité. Et au niveau LDT, donc liaison de données tactiques, ce qui nous intéresse aujourd'hui, on est environ 35, entre le commerce, l'avant-vente, les équipes de validation et les équipes de développement. Comment on arrive à sortir du lot, enfin à vivre ? On vit beaucoup à l'export déjà. Parce que Diginext a 15 ans. Diginext a commencé par des boîtes noires d'interconnexion basées sur, on en a parlé tout à l'heure, des STANAG, des MIL-STAND, donc des standards normalisés NATO ou US. Et puis petit à petit, on a construit des outils, un simulateur qui s'appelle Tactics, qui est référent au niveau de l'OTAN et des forces françaises depuis quelques années. Mais on a surtout vendu à l'export avant de pouvoir revenir en France. Parce qu'en France, voilà, il y avait des... Alors peut-être qu'on en reparlera. C'est une question peut-être importante, effectivement, de voir ce qui se passe ici en France. Donc vous avez un département R&D, c'est bien cela. Vous travaillez, vous faites quoi, du sur-mesure ? On essaye de faire du cost-effective et d'aller juste dans le périmètre de ce dont a besoin le client. Donc par de l'écoute, et de la boucle courte, encore une fois. Ouais. On retrouve l'ODA, mais entre le client et l'industriel. Et puis, pour ne pas développer une usine à gaz qui sera utilisée à 20-25%. Donc, pour obtenir un tarif le plus compétitif possible, avec le développement le plus optimisé. Alors, peut-être que le fait que vous soyez une PME, ça peut être aussi parfois un bon dimensionnement pour tout ça. Voilà, on est dimensionné pour pouvoir le faire. L'enjeu industriel de l'AELI, pour vous, c'est quoi ? La LI, on l'a pris, nous, on y arrive, mais de l'autre côté. On est, on va dire, dans la grosse bulle. Depuis tout à l'heure, on parle de micro-tactique, de bulle tactique. Nous, on vient de l'environnement liaison 16, liaison 11, on a même liaison 22. Donc de la grande bulle de théâtre, on va dire. Vous êtes passé à la petite. Et voilà. Et là, notre but, c'est de réussir le passage des datas de cette grande bulle vers la petite et inversement de la petite vers la grande. Et pour avoir des connexions, comme certains disent, seamless. Donc les plus fluides possibles, de l'une vers l'autre et inversement. Avec des questions de normes qui vous posent des problèmes ? Non, la norme, on y est depuis le début. On dit que small is beautiful, mais c'est un peu dur aussi parce qu'il faut rester ouvert. On est petit, donc on doit être ouvert à tous les standards, ou même à des systèmes non standardisés, là où un grand arrive
Et il dit, vous devez, nous on dit, non, ok, on a bien compris, on doit être ouvert. Et c'est notre but, c'est d'être le plus ouvert possible pour pouvoir communiquer avec le plus de monde possible. Sous normalisation. On peut dire très rapidement, peut-être vous travaillez sur quelque chose en particulier en ce moment. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur un exemple concret de votre travail ? Là, on vient de terminer Volfa, ouais. Donc exercice force aérienne de combat, où là, on mettait en œuvre donc un système qui existe déjà depuis plusieurs années à Mont-de-Marsan, qui est un système qui permet le rayonnement liaison 16, donc data link, échange de données entre des chasseurs, des C2, un AWACS, des stations au sol, et qui permet donc d'étendre une couverture au niveau du rayonnement, car on utilise un système multi-MIDS. D'habitude, un système utilise un seul MIDS. Là, on a une gestion multi-MIDS qui nous permet d'avoir une extension de couverture et ne pas avoir le besoin d'un AWACS en permanence pour faire un entraînement. Et là, on a linké ce cœur système en utilisant la techno, donc la normalisation JRE ou JRE-AP, à un système sol distant sur Orléans, un système sol distant sur Lyon-Montverdun. Donc, en l'occurrence, comme l'a dit le général Gaspard Filambi tout à l'heure, au sein du CNOA à Lyon. Et puis, alors là, le fin du fin, cette fois-ci, c'est qu'on a réussi à se connecter, utilisant la même technologie, à un système qui est embarqué dans un C130, là en l'occurrence, ou un C160. Donc, on voulait démontrer le premier step de ce qu'on imagine dans le futur du plow air, le moving, comment vous avez dit mon général ? On the move. Donc un système qui serait capable de permettre d'établir un lien permanent entre le centre de commandement reculé et le chasseur qui est là en effecteur à travers, par exemple, un tanker qui les suit tout le temps, ou lors d'opérations avec des forces spéciales à travers un Transal, un Hercule, peut-être un Casa, un de ces jours, qui est là en support des troupes au sol pour leur communication. Voilà. Donc là, on vient de le réussir, on l'a validé, et on en est fiers, on va dire. Alors, premier exemple, on va en prendre peut-être d'autres avec d'autres invités. Ne bougez pas, évidemment. Emmanuel Guillaume, vous êtes responsable commercial export chez Thales Optronic, en ce qui vous concerne, en tout cas, vous allez le confirmer aussi, vous êtes plutôt tourné vers les pays de l'Est, vers la Russie, hein, dans votre pratique professionnelle, et vous êtes commandant de réserve des forces spéciales. Alors, chez vous, chez Thales Optronic, comment vous avez appréhendé finalement cette problématique de l'AELI ? Vous l'avez pris par quel bout ? Alors, effectivement, donc je représente... Micro plus près. Je représente Thales Optronic. Ma société se positionne au niveau des senseurs. Et effectivement, les senseurs que nous développons sont au cœur des problématiques de l'Airland Integration. Le premier senseur, ce sont des senseurs aériens, donc avec les pods de désignation laser, qui offrent à la composante aérienne la capacité de voir ce qui se passe au sol, d'illuminer les cibles et de les frapper à travers l'avion. Nous développons également des pods de reconnaissance, le ROCO-NG, qui s'est illustré notamment dans l'opération Harmattan, fournissant du renseignement image et permettant une boucle courte entre les différentes composantes de la chaîne. Et puis enfin, ma société fabrique des senseurs également qui se positionnent au sol, à travers des caméras thermiques portables, des boules de surveillance au sol. Tout ça pour dire qu'on est au cœur du sujet, mais on se positionne en tant qu'équipementier, fabricant de senseurs. Et ce qui manque entre les deux, c'est la notion de système. Et c'est pour ça que je salue cette initiative de Alain, qui est pour moi une initiative qui va permettre de lier les militaires qui ont des besoins bien particuliers, dans un domaine très particulier, très pointu, des gros industriels, tels que la société que je représente,
et des petites entreprises innovantes, et enfin des chercheurs. Je pense que tout le monde doit travailler ensemble. C'est une initiative qui doit être pérennisée. Ce que je veux dire aussi, c'est alors un message, c'est que on est en franco-français aujourd'hui ici, on est très soucieux de l'indépendance nationale, mais on doit s'intégrer dans des chaînes internationales, notamment à travers l'OTAN, à travers des coalitions. Je voudrais dire, vu de la porte de l'industriel français, qu'il ne faut pas céder, alors malheureusement, des fois on n'a pas le choix, aux sirènes de l'urgence opération. Qui permet malheureusement de s'équiper à l'étranger, notamment aux États-Unis. On parlait de drones tout à l'heure, de cadeau de Noël, du drone Reaper, qui est un drone très performant, mais qui est un drone américain. On peut parler de communication. Effectivement, il faut être interopérable avec les Américains et l'OTAN en particulier. Donc, on parle de Radio Harris, par exemple, qui est américain. Et on parle d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur également, de transmettre l'image d'un pod, notamment le pod développé en France par ma société, vers des troposols permettant d'être interopérables. Et pour cela, on fait appel à une société américaine qui s'appelle L3Com, avec le paradigme rover. Tout cela est très bien. Ça permet aux forces françaises de répondre aux besoins dans l'immédiat. Mais ce qu'il faudrait retenir, ce que je voudrais passer comme message, c'est de ne pas confondre urgence et précipitation. Il faut effectivement répondre à l'urgence, mais il faut aussi s'inscrire dans la durée et stabiliser des choses et donc collaborer en boucle courte entre militaires, gros industriels qui fabriquent des équipements en tant qu'équipementiers et petites sociétés qui vont faire le lien pour tout cela. Alors, voilà le message essentiel. On voit bien l'expression de ce regret dans ce que vous dites. Ce n'est pas un regret, c'est un constat. Et surtout, c'est porteur d'espoir. Il faut s'inscrire dans la durée. Alors justement, comment fait-on ? Est-ce que vous avez une solution pour sortir de ce petit cercle qui n'est pas suffisamment vertueux, semble-t-il ? La solution, c'est le point de départ, effectivement, c'est ce type de séminaire. D'accord. Qui permet effectivement de rassembler tous les acteurs et de bien prendre conscience qu'une indépendance nationale, dans une capacité très pointue, ne peut s'obtenir qu'avec des acteurs nationaux. Et, tous les acteurs. Tous les acteurs. Tous les acteurs. Et il ne faut pas perdre de vue cela. Et la solution, pour en sortir, là, c'est de pérenniser ce type d'initiative telle que nous l'avons aujourd'hui. Parfait, alors merci. Et donc, Thales Optronics est moteur pour poursuivre ce type de relation. Bien, alors, merci pour cette observation intéressante qui va peut-être faire réagir tout à l'heure dans un second temps. Voilà, on la garde dans un petit coin de notre cerveau. Je suppose que ça peut faire réagir tout à l'heure. Monsieur Lambert, responsable des activités communication chez Dassault à Saint-Cloud. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Monsieur Lambert, peut-être on peut partir d'une image avec vous, je ne sais pas si vous en êtes d'accord. J'imagine que le Mirage 2000 des années 80 ne ressemble plus beaucoup à ce qu'on fait aujourd'hui, ce qui pourrait peut-être illustrer le chemin parcouru dont on parlait tout à l'heure. Oui, effectivement, on voit une tendance de plus en plus forte du besoin opérationnel à envisager l'emploi de l'arme aérienne. Alors, citer le Mirage 2000, mais je dirais au-delà du Mirage 2000 ou du Rafale, un emploi toujours plus réseau-centré. Et à ce titre, effectivement, un Mirage 2000 des années 80, en termes de connectivité, n'a rien à voir avec ce qu'on peut voir actuellement, par exemple, sur un Rafale. Donc il est bourré de tout, de multiliaisons, etc. Voilà. Donc, effectivement, répondant à ce besoin opérationnel, il se projette en des besoins en connectivité toujours plus exigeants. Toujours plus d'élongation géographique entre les centres de commandement et les acteurs de la manœuvre, toujours plus d'attendus sur les données à échanger, que ce soit de la vidéo, des images, la rapidité, plus d'acteurs, variété d'acteurs, et un point qui nous semble très important, plus de sécurité, avec des exigences SSI plus strictes pour lutter contre un adversaire qui essaye de profiter de cette connectivité.
C'est peut-être un petit peu la quadrature du cercle, c'est-à-dire comment avoir des systèmes très connectés, très ouverts, du coup, mais toujours plus avec ce besoin de toujours plus de sécurité, en fait. Comment vous résolvez ce hiatus? Alors, on le voit effectivement comme un savant équilibre entre finalement des systèmes ouverts, mais protégés. Ouverts car les technologies évoluent, les normes évoluent, mais protégés car les exigences de sécurité sont toujours plus fortes. Or, on a beaucoup parlé effectivement de toutes ces capacités de ces TIC, de ces capacités à se connecter. C'est un véritable multiplicateur de force, mais qui devient rapidement une faiblesse si l'adversaire arrive à le détourner. Et c'est peut-être sur ce terrain-là que l'AELI a permis de faire des progrès? Je dirais que l'AELI ouvre tout un domaine qui reste, je pense à explorer, avec plusieurs défis à relever. Je dirais un premier défi, c'est l'anticipation du besoin. C'est bien parce qu'on sera force de proposition, qu'on se prépare sur l'avenir, qu'effectivement on arrivera à accompagner, voire influencer les doctrines avec nos alliés, et peut-être moins subir, comme ce qui était évoqué à l'instant, le diktat de certains produits US. Premier défi. Deuxième défi, c'est la cohérence globale de la solution. Ça a été évoqué à plusieurs moments. Cohérence entre les capacités de chaque système intervenant dans une chaîne globale. Cohérence entre les ressources de communication, leur partage, le besoin donc global, c'était évoqué, le chasseur maintenant part sur une mission, chasseur omni-rôle, sans avoir forcément connaissance de tous ces objectifs. Troisième défi, largement évoqué également, l'interopérabilité. En voulant insister sur un point, c'est qu'un dictionnaire ne fait pas un langage. Les normes, les standards doivent être accompagnés d'un concept d'emploi. Et ce concept d'emploi doit s'inscrire dans un environnement interallié, et notamment OTAN. Et enfin, quatrième défi, je ne dirais pas dernier défi, mais quatrième défi qui nous paraît majeur, c'est la dualité entre flexibilité et sécurité. La définition, nos systèmes doivent offrir une flexibilité maximale pour répondre à toute la variabilité, la connectivité, mais tout en continuant à garantir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la sûreté des informations qui sont échangées et de leur système. Alors comment vous appelez de vos voeux une meilleure cohérence, en tout cas plus de cohérence, on peut y parvenir comment? De même, ça a été évoqué, il s'agit pour bien comprendre ces besoins en connectivité, les appréhender, tout simplement nous aider à répondre aux besoins opérationnels dans des délais et des coûts maîtrisés, de réussir à établir une feuille de route globale, élaborée donc, en fédérant toutes les compétences de chacun des acteurs ici. Avec tout le monde, j'allais dire. Voilà, qu'ils soient opérationnels, donneurs d'ordre, industriels, petits ou grands, et universitaires. D'où effectivement l'importance de ce genre de séminaire. Et cette feuille de route, qu'elle soit partagée entre nous tous, mais également avec nos alliés. Et c'est bien cette feuille de route qui nous aidera à nous préparer pour déjà répondre aux besoins présents et nous démarcher à l'export. Voilà, autre idée à mettre dans un petit coin de notre tête, et on en reparlera tout à l'heure, si vous le voulez bien, dans notre phase d'échange avec vous. Merci beaucoup, Monsieur Lambert. Valérie Rousset, pour Thales, c'est ça? Thales Communications and Security, c'est ça? Groupe Thales, 7000 personnes? Oui, en France, en France 15 000 avec à l'international. Votre métier, c'est donc la communication sécurisée. Vous plaidez donc, du coup, vu de votre point de vue, pour quel type d'approche de l'AELI? Écoutez, je voudrais effectivement moins vous parler de nos produits, que vous pourrez trouver sur www.thales.com. Petite page du mais pub. Plutôt vous donner effectivement un témoignage d'industriels
à la fois effectivement chez un grand systémier, avec un peu plus de 20 ans dans les C4ISR, depuis le voir décider agir de mettre à défense en 1991 jusqu'au SARMé d'intelligence de Thales. Donc, un retour de témoin industriel avec ma casquette particulière qui n'est d'être ni ingénieur ni militaire, mais de servir d'interface vivante entre les deux. Donc, vu de cette fenêtre-là, moi je constate sur ce sujet émergent de l'intégration air-sol qu'on arrive bientôt à une logique de convergence à 3 niveaux. D'abord, une convergence au plan national. Et là, l'industriel est beaucoup plus spectateur qu'acteur, à mon avis. Une convergence nationale parce que, on l'a dit ce matin, et je crois qu'il faudra le redire encore, c'est un enjeu interarmes et interarmées. La diversité de l'élément appuyé s'accroît, des forces spéciales, bien sûr, mais aussi des forces terrestres, des marins et également des forces paramilitaires, dont le rôle est appelé à croître. Donc diversité de l'élément appuyé, diversité de l'élément appuyant, j'y reviendrai, et surtout travail collaboratif qui ne se résout plus aujourd'hui en projetant un ambassadeur de l'arme aérienne au sol, mais en travaillant en équipe intégrée de l'amont à l'aval. Bon. Ça, l'industriel est témoin, là encore, et peu acteur. Mais surtout, nous avons une dynamique en France d'interarmisation très forte, avec le rôle accru de l'EMA, y compris au plan budgétaire, avec le rôle de la DGA, et je crois d'ailleurs que ces approches que l'on voit émerger aujourd'hui montrent que nous arrivons aux limites du système actuel de définition et d'acquisition de grandes capacités, puisque émerge une floraison d'initiatives associant les TPE, les PME, dans des cycles innovants, intelligents et rapides. Et comme le disait mon camarade de Thales Optronics, il ne faudrait peut-être pas non plus, comme nos amis britanniques, avoir le nez sur la vitre et se contenter d'urgence opérationnelle pour le conflit de demain matin et se retrouver ensuite avec des entrepôts pleins des matériels du conflit d'hier avant d'aborder le conflit de demain. Donc ça, c'est vrai que c'est un point important. Donc cette interarmisation, on s'inscrit pleinement dans cette approche, et plutôt c'est vrai dans ma partie thalésienne où je suis très sensibilisé à l'interarmée depuis très longtemps, puisque nous focalisons sur la capacité commandement-maîtrise de l'information. Deuxième enjeu de convergence, qui est l'enjeu international et notamment interallié. J'ai pu constater, en appuyant les forces françaises à Ball-Quest, avec ma casquette d'industriel, que certains pays, je pense aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, vous allez me dire les grands pays, mais pas seulement, le Danemark, la Norvège, se sont mis en ordre de bataille dans une logique nationale autour de l'intégration air-sol, avec un point de vue national, une approche, une roadmap nationale. Je crois que nous sommes confrontés à ce défi aujourd'hui, de rassembler nos efforts. Nous sommes dans une période de recul d'une dizaine d'années sur cette capacité. Aujourd'hui, des innovations ont eu lieu un peu partout, des emplois en exercice et en opération, et effectivement, c'est l'opération qui prime, c'est pas l'exercice, ont montré que, bon, on a un paysage assez riche, on a du recul. Aujourd'hui, il s'agit de converger dans une logique nationale. Parce que cette logique nationale sert la capacité de la France en tant que nation cadre, sert la capacité de la France en tant que référent de l'OTAN pour ces questions-là. Et en tant qu'industriel d'une société internationale, j'ai des approches autour de moi qui sont des approches non françaises et qui sont parfois plus percutantes, plus impactantes que des approches françaises sur la question de l'ALI et d'autres. Et le troisième enjeu, pour conclure là-dessus, c'est évidemment un enjeu industriel, de convergence, là encore, entre des technologies multiples. Ce que nous adressons aujourd'hui, c'est tous les C4ISR. Ce sont des technologies qu'on appelle pivots, et moi qui suis très mauvais, malgré mon appartenance, en système de communication, je me soigne tous les jours sur cette convergence des protocoles de communication, des technologies, le rôle clé de technologies clés autour de la liaison 16. Notamment, on parlait du multimits dans lequel nous baignons aussi, mais bien sûr du mode JRE et des extensions entre deux mondes. C'est ça aussi l'ALI. Le monde du temps réel des aviateurs et le monde du temps réfléchi des terriens, avec une notion de piste d'un côté, puis une notion d'entité tactique complexe et polymorphe de l'autre.
Et l'ALI, c'est rejoindre ces deux mondes. Donc il y a des technologies structurantes pour cela, et surtout, je reviens au deuxième point de la convergence, c'est l'OTAN et les standards OTAN. Nous avons pris ce virage chez Thales de sortir des solutions ultra propriétaires de l'industriel qui improvise un truc, et de se ranger, de se rallier aux standards OTAN, parce qu'aujourd'hui, en matière de commandement et de maîtrise d'information, ils sont très matures. Alors il ne suffit pas, comme on l'a vu à BallQuest, d'être compatible. Il faut être 100% compliant. Parce qu'autrement, on arrive à une salade de messages, une salade d'identifiants sur le réseau, qu'on débroussaille à la volée. Donc il y a des technologies structurantes, il y a des grands programmes qui sont engagés là-dessus autour des communications, des SIC également, et c'est encore le rôle de l'industriel de fédérer ces PME innovantes, ces capacités d'improvisation intelligente en boucle courte, pour asseoir ça dans la durée et pour délivrer, là encore, à un interlocuteur national qui doit encore émerger, à mon sens, une véritable capacité, au sens otanien du terme, qui se décline dans la durée. Cet interlocuteur, ce serait qui? Ce pourrait être qui? Il y a dans les logiques autour de l'ALI deux approches. Une approche un peu en paysage riche et une deuxième approche autour d'industriels de référence. Alors, il y a des industriels de référence dans tous les pays et il ne doit pas y en avoir qu'un seul non plus. Mais c'est cette notion, et c'est la responsabilité de l'industriel de référence, de s'assurer qu'on est fédérateur de capacités industrielles variées et que l'on sert une convergence standardisée France-OTAN. Merci. On y reviendra probablement. Peut-être Alain Vallée, vous êtes responsable de marketing technologique chez Sagem. Ça vous fait réagir, ça peut être ça, ce que vous venez d'entendre de la part d'un autre industriel? Est-ce que vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice, Alain Vallée? Je ne vais pas réagir tout de suite parce que effectivement, il suffit de savoir qui sera l'industriel de référence, mais ça on verra plus tard. Non, je pense qu'effectivement il y a une initiative qui commence aujourd'hui, enfin que l'on voit commencer aujourd'hui de notre côté, puisque je crois on peut dire de manière assez générale que du côté industriel, peu de personnes étaient au courant de ce pôle, de cette initiative dans le domaine numérique. Donc c'est déjà une bonne découverte. Donc ça peut être un élément fédérateur. Vous parlez d'Alliance, là? D'Alliance, oui, d'Alliance. Par contre, effectivement, c'est ce qu'on a noté tout à l'heure et ce qui a déjà été dit, c'est qu'il y a un processus au niveau des programmes qui passe par la DGA, qui passe par des expressions de besoin, et qui va être difficile de combiner les deux ou de faire cohabiter les deux pour avoir à la fois la fluidité ou la réactivité d'un côté, qui peut être fait par cette initiative, et puis ce qu'on appelle classiquement le code du marché public, et puis les règles nationales. Donc, je pense qu'il y a encore un petit peu de réflexion à mener pour savoir quel est le bon processus, ou quelle est la bonne filière pour progresser dans ce domaine. Alors, pour vous, qu'est-ce qui vous paraît le plus important, en tout cas, du coup? Alors, le plus important, c'est que, à la lumière de ce qui a été dit, je note quand même qu'il y a déjà des initiatives, mais qui ne sont pas forcément directement dans ce qu'on appelle le Airland Integration ici. Du côté terrestre, il y a déjà des réflexions similaires. Quand on parle de Vetronics, de viseurs communicants, on a déjà ces notions d'échange et de fluidité et d'accès à l'information beaucoup plus rapide, mais au niveau terrestre, c'est-à-dire entre le fantassin débarqué, le groupement, le véhicule, les échelons de commandement. Donc on reste un petit peu au niveau terrestre. Là, il faut passer à l'échelon au-dessus, il faut passer à la couche au-dessus, et il faut étendre un petit peu ces notions. Donc il y a déjà des éléments qui existent, il y a déjà des solutions qui existent ou des concepts qui existent. Donc c'est peut-être un petit peu dommage de les oublier, ou il faudrait peut-être mieux en profiter, essayer d'en profiter un peu plus. Donc il y a peut-être un effort de ce côté, de profiter de l'existant, parce que quand on disait tout ça ce matin, maintenant on voudrait avoir des idées d'outils, des outils de solutions, je suis sûr qu'il y a déjà des solutions, mais qui ne sont pas directement au niveau intégré Airland. Alors justement, est-ce que l'expression des besoins, cette expression est-elle toujours suffisamment claire? Ou y a-t-il des blocages à certains niveaux? Quelle est votre expérience en la matière? L'expérience, alors j'allais dire l'expérience d'un industriel, c'est souvent par l'expression de besoin à travers le processus officiel. C'est-à-dire expression de besoin, DGA pour une consultation ou pour un programme donné.
Il y a des initiatives locales que les industriels suivent, nous suivons en particulier, alors que ce soit au niveau européen ou des fois au niveau national, des initiatives de ce style pour lesquelles on peut être amené à contribuer, à participer, à apporter des expertises ou apporter des expériences ou des outils, participer à des démonstrations. J'ai été prévu ce matin pour avoir une démonstration au sein de notre société d'un jeu de rôle qui s'inscrirait pratiquement dans cette logique d'Airline Integration. Donc c'est un exemple de travail et de contribution, mais qui est fait pour l'instant au niveau, toujours pareil, au niveau terrestre. Y a-t-il des blocages? Et si oui, c'est lesquels? Les blocages, on en a un petit peu parlé, ça a déjà été un petit peu évoqué avant, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Mais c'est intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Il y a le blocage, on en a suffisamment parlé, mais le blocage de l'interopérabilité. Ce point, l'interopérabilité. Alors, il y a un point dans ce domaine, c'est que c'est bien de dire qu'il faut être interopérable, c'est bien de dire qu'on va s'y intéresser, qu'on s'y intéresse, mais il faudrait peut-être être plus présent dans les instances de standardisation, que ce soit industriel, étatique. On a dit ce matin que, par exemple, il n'y avait pratiquement aucun problème pour que la France soit nation leader, par exemple, dans le domaine de l'Airline Integration. Est-ce qu'il y a une initiative de lancer? C'est une question. Parce que s'il y a une initiative de lancer, effectivement, c'est un élément moteur pour que les procédures au niveau opérationnel soient standardisées ou soient réfléchies, ou qu'on impose notre volonté ou nos idées, et qu'au niveau industriel, il y ait une volonté ou un souhait de travailler dans la même direction. Mais il faut qu'il y ait on a parlé de roadmap, et qu'il y ait une volonté de participer en amont à ces travaux d'interopérabilité. Je crois que je posais la question ce matin au colonel Aubigny, il me semble que c'était à lui, donc voilà, peut-être qu'il réagira tout à l'heure. Merci, Monsieur Vallée. Florent Michaud, vous êtes architecte système pour les études amont chez MBDA. MBDA qui est, vous le savez probablement, numéro 1 européen des missiles. Alors, je me livre au petit jeu des salariés. 10 000, c'est ça? 10 000, c'est ça. Ah, tiens, pour une fois, j'ai raison. En France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis. On vous surnomme souvent l'Airbus des missiles, c'est ça? C'est bien ça. Voilà. Alors, voilà, ce qui nous permet d'en arriver peut-être à l'armement, puisque c'est votre métier pour le coup là. L'armement, est-ce que c'est un aspect qui est suffisamment pris en compte dans l'ALI? Alors, pas forcément. Alors, déjà, en tant qu'architecte système, je me reconnais bien dans cette démarche ALI, qui est une démarche système, c'est-à-dire de fédérer tous les appareils dans le but de réaliser une mission. Et donc d'apporter une cohérence à tous ces systèmes. Donc on parlait des senseurs, on parlait des avions, des porteurs, et évidemment des armements. Donc apporter une cohérence, bien évidemment au niveau des fonctions et des communications, de l'interopérabilité, on en a parlé, mais également au niveau des performances. Les performances des armements doivent être en cohérence avec les performances des senseurs d'observation, par exemple. Et effectivement, actuellement, on est entré dans l'ALI par la porte d'entrée, c'est-à-dire par les technologies de l'information qui ont permis de connecter ces systèmes, qui ont permis de créer un système de systèmes, mais on s'est encore peu intéressé à la porte de sortie, qui est la délivrance de l'armement. Et pourtant, la mission première d'un appui aérien, c'est bien de délivrer un effet militaire, c'est bien de délivrer un armement. Et la LI est là pour optimiser cet engagement. Donc on l'a dit ce matin, raccourcir la boucle de décision. Mais pas seulement, alors il y a le paramètre temps qui joue, mais il y a aussi le paramètre sécurité. On parlait des difficultés de déconfliction en milieu urbain, par exemple. Donc la LI doit apporter des réponses à tout ça. Et effectivement, aujourd'hui, l'armement, toutes les fonctionnalités que sont capables de faire un armement avec son porteur, le Rafale, ne sont pas forcément bien intégrées dans les systèmes actuels type Alliance.
le FAC, par exemple, aujourd'hui, sait voir la zone d'impact d'un armement, mais en tir vertical. Si, par exemple, un 2ASM aujourd'hui sait arriver avec un angle d'arrivée précis, la zone d'impact et la zone de dommages collatéraux sera différente. Ça, le FAC est incapable de le prévoir. Donc on parlait de délégation, de responsabilité. Le FAC aujourd'hui a une responsabilité importante dans la planification du tir, mais n'a pas forcément toutes les fonctionnalités et toutes les informations à sa disposition pour pouvoir choisir l'armement, choisir le mode de fonctionnement de l'armement. Donc, pour essayer de se résumer, vous plaidez pour une vision plus globale, si je comprends bien. D'accord. Encore un mot ? Oui, alors on peut parler des armements futurs. Donc aujourd'hui, les armements ont des capacités assez statiques. Vous avez un armement qui aura une capacité. Dans le futur, on prévoit des armements avec des charges modulaires, des autodirecteurs multimodes, c'est-à-dire qui pourront s'adapter à plusieurs types de conditions. On parlait des conditions de nuit, on parlait des conditions urbaines, des conditions dégradées avec un signal GPS brouillé. Les armements futurs auront dans un même armement toutes ces capacités. Et donc il faudra intégrer toutes ces capacités et toutes ces spécificités à cet environnement global de l'ALI pour permettre au FAC d'optimiser, de choisir le plus rapidement possible et le mieux possible son appui aérien. Merci beaucoup. Ne bougez pas, on aura encore besoin de vous probablement tout à l'heure. On va terminer ce tour de piste avec Sébastien Fuchs, qui est chef de projet chez Cassidian depuis 5 ans maintenant. Allez, mon petit jeu, 28 000 collaborateurs, c'est ça ? Je vais vous dire oui. Bon. Non, c'est pas ça ? Non, je connais pas les vous chiffres savez pas, exacts. d'accord, très bien. Bon, ça me rassure. Donc, bon, voilà. Je l'ai pas sur ma petite fiche, en tout cas. En tout cas, leader mondial des solutions et systèmes de sécurité intégrés. Vous-même, vous êtes ancien militaire de l'armée de terre, que vous avez notamment commandé une compagnie voilà, avant d'arriver chez Cassidian. Bien. Alors, on peut peut-être faire écho à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à, j'en parlais avec, s'agissant du CFA. Vous avez donc travaillé, hein, c'est ça, avec le CFA pour ce simulateur. Voilà, donc on a eu la version tout à l'heure du directeur CFA, la vôtre. Oui, donc nous avons fourni au niveau du System Design Center, qui est l'entité dans laquelle je travaille, une entité qui travaille sur tout ce qui est études, réponse aux besoins prospectifs, études amont, PEA. Et nous avons une entité simulation qui a créé et fourni le SIMFAC au CFA. Et j'ai collaboré avec l'équipe projet du SIMFAC pour l'aider à lui apporter la notion de tout ce qui était appui aérien, CAS, parce qu'en parallèle, je travaillais dans le cadre d'une étude amont demandée par la DGA qui s'appelait CORAS pour l'amélioration de l'intégration air-sol, enfin de la collaboration entre les moyens aériens et les moyens sol. Alors justement, question tout de go, quels sont où voyez-vous les améliorations possibles dans tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Question ouverte. Il y en a beaucoup. Au niveau des industriels, comme le disait M. Rousset tout à l'heure, on peut faire notre mea culpa dans le sens où maintenant il va falloir qu'on oriente nos futurs produits dans une démarche d'interopérabilité et non plus de rester au niveau de l'industriel, garder nos produits et qui ne travaillent qu'avec les futurs produits qu'on pourra vendre aux clients. L'interopérabilité, on entend ce mot depuis le début, depuis qu'on a commencé ce séminaire. C'est le maître mot. C'est le maître mot, et aussi bien en interarme, en interarmée et en interallié. Donc je crois que c'est ce qu'il faut qu'on garde à l'esprit en permanence quand on devra réaliser nos futurs projets, nos futurs produits.
Et sur ce débat qu'on a eu à une ou deux reprises ce matin, voilà, que je vais résumer sur le débat franco-français, comment vous vous situez? Voilà, comment vous voyez le rôle de la France par rapport aux autres, et notamment à... Allez-y. Alors, le rôle de la France. Alors, en tant que Cassidian, qui sommes un groupe international et déployé sur toute l'Europe, voire sur le monde entier, justement, c'est difficile de parler juste franco-français. En revanche, on essaye toujours de gagner une part de marché, mais quand on gagne une part de marché au niveau Cassidian, on marche sur les plates-bandes de nos concurrents, voire partenaires sur d'autres produits qui sont Thales, Sagem. Donc on est quand même beaucoup de gros industriels, puisque là on ne parle plus de PME, sur toutes les solutions potentielles de l'ALI. Nous, au niveau de Cassidian, nous sommes déjà partie prenante dans l'ALI depuis de nombreuses années. Quand on regarde le diagramme qui est décrit sur la fiche que vous avez juste à côté de vous, nous participons, nous fournissons des avions, nous fournissons l'Eurofighter, le Harfang, les solutions pour communiquer. Donc Cassidian est déjà fournisseur de solutions. Okay. Le problème qu'il y a derrière, c'est bien évidemment, ça va être l'interopérabilité, la capacité à pouvoir faire fonctionner tous les systèmes que nous avions vendus à l'époque et avec les systèmes que vendent aussi nos concurrents. Voilà, ça va être le défi et l'enjeu des prochaines années ou des prochains mois. Merci. Ben voilà, je laissais courir un petit silence parce que peut-être que ça peut nous servir pour ouvrir le débat qui va suivre maintenant avec vous. Donc n'hésitez pas à prendre la parole comme tout à l'heure. Voilà, beaucoup de choses ont été dites par les uns et les autres. C'est le moment de revenir peut-être avec votre propre approche sur ce qui a été dit en partie. Alors, qui veut se lancer là-dessus? Allez-y, je m'approche de vous. Madame, pardon. Bonjour. Vous dites qui vous êtes peut-être, et puis voilà, si vous avez une question ou une interrogation. Bonjour, Malois de Carvalho, du pôle des microtechniques, ici un pôle de compétitivité qui est sur la Franche-Comté. Le pôle des microtechniques, pas mal de nos entreprises travaillent avec vos grandes entreprises sur des projets. Et notamment, ce qui m'a interpellée, c'est toutes les questions que vous avez posées sur les senseurs, puisqu'effectivement, on a des entreprises très high-tech qui peuvent proposer des solutions et des chercheurs aussi qui, dans leur laboratoire, développent des technologies qui peuvent vous intéresser. Et ma question reprend un peu ce que vous avez ce qui a été dit lors de la table ronde. Comment faire en sorte qu'on puisse mieux être en mesure de connaître votre expression de besoin et de voir dans quelle mesure, effectivement, nos entreprises, après, peuvent venir vers vous et vous proposer des solutions technologiques. Effectivement, souvent, les projets se font après de personne à personne parce que les gens se connaissent, parce qu'ils ont travaillé une fois ensemble, de façon fortuite, mais d'arriver à faire en sorte que ces relations puissent être beaucoup plus fluides et beaucoup plus constantes. Qui veut s'essayer à un début de réponse? Allez-y. Je vais essayer de faire un début de réponse. Je dirais qu'une des solutions, c'est le séminaire à Lens et puis le think tank qui pourrait en découler derrière. Parce que j'ose espérer qu'après ce séminaire, nous continuerons à nous réunir, les industriels, les partenaires de la défense, les PME, parce qu'en plus, le nombre de PME qui existent est assez grand. Et au niveau des grands groupes que nous sommes, souvent, nous avons une vision au niveau national, mais pas au niveau régional, des PME et de tout ce qui peut exister. Donc, continuer au niveau de cette initiative autour de think tank productifs. C'est pour répondre à la question ? Pour aborder d'autres choses. Alors, je vais vérifier avant s'il y a d'autres éléments de réponse sur cette interrogation, madame, ici même. Non, c'est bon, je vous voyais d'autres lignées de la tête tout à l'heure. Mais voilà, il n'y avait pas d'autre chose à dire que... Voilà. OK, allez-y, monsieur Vallée. Juste un mot, c'est qu'effectivement, l'expression de besoin aval, elle dépend essentiellement aussi de l'expression de besoin amont. C'est-à-dire que pour un
un expert qui peut apporter des solutions qui pourraient être ensuite intégrées dans des systèmes, et ensuite dans des systèmes de systèmes, il faut déjà avoir une bonne connaissance de l'expression de besoin amont. Et là, pour l'instant, bon, là aussi, c'est quelque chose où on a une idée, on voit qu'il y a des réflexions qui sont menées, on voit qu'il y a des idées de solutions qui arrivent. Par contre, une formalisation d'une expression de besoin qui sera traduite en solution ou en système, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a encore un petit peu de travail. Donc, effectivement, à travers ce forum ou à travers cette initiative, c'est une bonne idée. C'est bon. Alors, d'abord, c'était sur cette thématique-là. Alors, excusez-moi, je préfère vous donner la parole. Oui, général aîné d'Assaut Aviation, donc pas mal de temps dans l'armée de l'air et chez l'industriel. Je voulais ajouter un point qui couvre les deux tables rondes. C'est qu'il y a une notion de durée. Donc on a évoqué le besoin OPS, qui est celui d'aujourd'hui, mais il faut réussir à avoir raison aujourd'hui et ne pas avoir tort demain. Et donc la grande difficulté, c'est de combiner les 20 secondes, les 3-4 minutes qui ont été évoquées tout à l'heure, avec 30-40 ans. Vous voyez, je suis passé côté industriel. Et là, il faut pouvoir répondre aux besoins OPS que vous évoquiez, aux besoins OPS en 2020, en 2025, 2030, avec ou sans pilote à bord ou pilote à distance. Et là, c'est le grand défi de nos ingénieurs. Et il faut donc conjuguer le talent des PME, des PMI, des grandes entreprises, pour coller des universités, pour coller aux besoins OPS d'aujourd'hui et de demain. Et pour cela, ça a été dit, et je me permets d'insister, il s'agit bien de s'organiser, d'anticiper, de s'organiser, de fédérer. Alain, c'est la réponse, tout le monde l'a dit, parce qu'il faut absolument couvrir le besoin de demain. Et en termes d'architecture, c'est énorme. Donc l'urgent OPS, c'est bien. Plusieurs urgent OPS ou solution OPS du moment, c'est bien, mais s'il n'y a pas de cohérence dans l'ensemble, et on peut avoir raison aujourd'hui, avoir tort demain. Donc c'est un message de durée. Combiner le cycle court de quelques secondes, de quelques minutes, avec celui de 30, 40 ans, et me voilà en 2035. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Michel Bergeret. Alors je vais prendre ma casquette de représentant des PME, parce que je trouve que dans le débat qu'on vient d'avoir, on a beaucoup entendu les grands groupes. Et pourtant, dans ma toute petite introduction de ce matin, j'avais dit c'est un grand espoir pour les PME, ici en tout cas en Franche-Comté, mais ça dépasse largement le périmètre, pour que les PME se mettent sur ce marché, mais qu'en même temps, pas grand-chose n'est fait pour les PME. La difficulté, alors on a l'exemple de Stéphane Junier qui a fait une performance tout à fait exceptionnelle, et lui c'est même une TPE. On a l'expérience de Digines qui est une PME à 160 salariés jusqu'à 250, j'allais dire, on est tout à fait encore dans le cadre de la PME. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de concret pour que des PME puissent avoir envie d'aller sur ce marché-là? Moi, ce que j'observe en tout cas, je ne suis pas un spécialiste de l'AI, je suis simplement à l'écoute de mes chefs d'entreprise. Ils ont peur de s'engager sur ce type de marché, parce que d'abord, il y a les très gros qui sont en phase 2, et c'est le combat de David et de Goliath. Et que donc, sauf avoir la bonne fronde et puis taper au bon endroit, mais le but n'est pas de tuer Goliath en l'occurrence, le but c'est de voir comment on peut faire aux côtés de Goliath par exemple, et puis ensuite de faire progresser les innovations qui sortent, qui existent ou qui sont potentielles dans les PME, TPE, notamment avec l'appui de l'université. Et à partir de là, il faut qu'on trouve un système qui dépasse ce qui existe actuellement, qui est censé résoudre le problème avec le pacte défense de la DGA, pacte défense PME de la DGA, qui est bien sur le papier, mais qui concrètement n'est pas efficace du tout. Les aides qui peuvent être données dans la recherche aux PME, très peu en profitent. L'essentiel, ce sont les grosses entreprises. Les entreprises qui essayent d'y aller, la plupart du temps, elles n'ont pas non plus les épaules suffisantes pour pouvoir progresser sur ce marché-là. Il faut donc trouver un système, un small business act, je ne sais pas quoi, quelque chose qui fasse qu'à un moment donné, on puisse dire, ben là, on a effectivement des potentialités, on va leur en donner les moyens, on va voir ensuite comment la phase d'industrialisation pourrait se développer, et on va voir comment on va les sécuriser, car tout le problème, il est la sécurisation de ces entreprises dans leur processus. Alors, est-ce que ça fait réagir quelqu'un ici même ou dans la salle? Parce qu'évidemment, on est un peu au cœur du problème là, un enjeu majeur. Oui, je crois que vous reflétez, vous l'avez dit, je crois, une peur qui est palpable. Mais il serait déraisonnable d'en déduire qu'il faut opposer la logique PME et la logique grand groupe. On est dans un écosystème et il est impensable, surtout dans le cadre concurrentiel actuel, d'avoir des gros animaux qui essayent de chercher leur nourriture tout seuls.
s'ils n'ont pas des petits animaux pour leur indiquer les gisements de nourriture, tenir le terrain avant que le gros se ramène, et faire bénéficier les deux en fonction de leur appétit. Donc ça, c'est une réalité du quotidien. J'ajouterai quand même une remarque que j'ai vue à travers 4 sociétés que j'ai parcourues, et je ne vous donne donc pas un point de vue Thales. Aujourd'hui MBDA, ensuite Sagem, CS, aujourd'hui Thales. On apprend aussi à travailler en PME dans les grands groupes. Et Alins, mais également BallQuest, j'ai pu l'observer, repose également sur des comportements de quelques équipes et de quelques individus qui s'investissent et qui s'engagent à travailler déjà en petite équipe au sein d'une grande structure, en prenant des risques et des initiatives, et qui vont chercher des PME, Impact en est un exemple aussi, et qui vont chercher des petites équipes pour les aider parce que la vitesse et la réactivité des grands groupes est trop faible, et aussi parce que le système des GA et des marchés publics ne se prête pas, c'est un constat, c'est pas un jugement de valeur, ne se prête pas à cette réactivité. Donc il y a nécessité de réformer un petit peu le système à la marge peut-être, pas forcément dans son cœur, mais en tout cas en institutionnalisant davantage ce travail en plateau de petites équipes. Ces petites équipes peuvent appartenir à des grands groupes et à des entités beaucoup plus petites pour faire émerger des solutions plus rapidement. Merci. Autre question? Je vous tends le micro. Oui, très rapidement, on a juste parlé de normalisation. Donc, il existe un centre de normalisation de la défense et qui en fait gère et pilote toutes les normalisations et les gens qui se trouvent dans les groupes de normalisation, notamment de l'OTAN. Ça, c'est un premier point. Et ma question, c'est quel rôle vous voyez, vous, industriel, à la DGA pour organiser le paysage dans ce domaine de l'ALI? Il y a peut-être des idées qui émergeaient tout à l'heure. Je ne sais pas si on peut les reprendre, si vous pensiez à ça exactement. Voilà. Qui souhaite répondre? Allez-y. Moi, je voudrais réagir, mais également au niveau de ce qui était dit juste avant. Et sur ça aussi. Et sur ça également, je compte globaliser, effectivement, c'est dans mon discours. On a parlé de David et de Goliath, entre le gros industriel français et la petite PME française. Je crois qu'il faut dépasser tout cela. Effectivement, il faut s'organiser à travers, il faut effectivement que la DGA et l'organisation que la DGA essaie de mettre en place entre les PME et les grands groupes, effectivement, il faut que ça s'améliore. Et dépasser cette idée de David et de Goliath. Voilà. Ça, c'est une première chose. Et en fait, si David et Goliath existent, on pourrait le décrire entre la France et le reste du monde. Parce que je rappelle que les combats fratricides, c'est pas comme ça qu'on va avancer. L'ennemi, c'est un ennemi économique et il n'est pas à l'intérieur de l'Hexagone. Donc, une initiative telle qu'Alins, effectivement, doit être pérennisée et travailler en équipe. Après, il faut réfléchir et je regrette d'ailleurs que la DGA ne soit pas présente. Je ne sais pas, je n'ai pas vu de représentant. Mais la clé du sujet, elle est là. Vous représentez la DGA? Ah, pardon, d'accord. Je voyais lever le doigt là. Je me suis dit... Allez-y. C'est bon. Tous les acteurs doivent être impliqués, les militaires, les gros industriels, les PME, la DGA. Et on doit dépasser ce complexe de David contre Goliath, au moins dans l'Hexagone. Merci. Vous vouliez donc dire quelque chose peut-être? Oui. Alors, attendez, je vous amène le micro. Alors, je connais pas exactement tout ce qui peut être mis en place au sein de la DGA pour les TPE, mais au moins il y a quelques modes de fonctionnement, comme les rapides, qui servent à soutenir les PME, et qui est quand même beaucoup plus rapide que par le passage des marchés publics. Donc il y a quand même quelques éléments qui peuvent aider les PME et les innovations au sein des PME. Alors, je suis David Millet, je suis ingénieur à la DGA et je m'occupe de tout ce qui est facteur humain dans l'aéronautique. Voilà, un élément supplémentaire d'appréciation. On va s'arrêter là peut-être, à moins qu'il y ait une question encore irrépressible sur cette question.
avec les industriels, mais l'horloge m'invite à y mettre un point final. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cet échange.